Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Et hop. Donc, je vais vous parler des malformations vasculaires. Tout d'abord, donc juste, si jamais vous venez à Paris, vous pourrez également visiter le musée des moulages à Saint-Louis, qui montre déjà l'intérêt que le Saint-Louis et Lariboisière ont porté depuis de longue date sur les anomalies vasculaires. Et comme vous le voyez en haut à gauche, c'est un angiokératome et en bas une malformation artério-veineuse. Donc les malformations veineuses qui sont la première des malformations à flux long, les lésions les plus fréquentes, et comme vous voyez, elles peuvent avoir différentes formes cliniques, d'une forme où on voit les malformations et puis très souvent des localisations où on ne voit pas de malformations mais simplement des signes indirects, c'est-à-dire soit des amyotrophies ou même des rétractions tendineuses comme on le voit en bas à droite, si le pointeur marche ici. Donc les formes sont relativement variées et si on veut voir en imagerie ce que ça donne, eh bien, les malformations veineuses, comme vous a expliqué Dr Bocara, peuvent donner des coagulopathies et donc des phlébolites en imagerie, et sinon l'IRM qui permet de montrer bien l'extension en profondeur et notamment cette séquence T2 FATSAT qui permet de montrer tout ce qui est en blanc en hypersignal T2. L'échographie est indispensable car c'est le premier examen qui permet de faire le diagnostic et montre donc la dépressibilité de ces lésions. Donc les limites de traitement sont déjà limitées par rapport à la localisation. On va déjà voir si une localisation est cervico-faciale par rapport aux membres. Dans les localisations cervico-faciales, c'est souvent plus les scléroses qui sont indiquées, alors que dans des lésions des membres, c'est souvent plus de la chirurgie. Ensuite, il faut toujours regarder s'il y a une proximité des paquets vasculo-nerveux qui vont indiquer également la prise en charge thérapeutique et puis bien sûr la taille de la lésion. Ensuite, en radiologie interventionnelle, on va regarder quel produit est-ce qu'on va utiliser, puisque très souvent ces localisations, ces lésions sont superficielles. Il faut choisir un produit qui est résorbable parce que le patient a également une demande esthétique. Et puis, comme vous a expliqué Dr Bocara, on regarde chez tous nos patients qui ont une malformation veineuse si oui ou non il existe une coagulopathie associée et s'il faut les traiter avant. Donc la biologie, je vais passer puisqu'elle vous a très bien expliqué. Ensuite, en premier, c'est le traitement médical. Si on peut le faire, on va appliquer une contention. On va voir si on peut les soulager par des petites doses d'aspirine qui, dans notre expérience, 50% de nos patients sont quand même sensibles à cette prise d'aspirine. Alors, est-ce que c'est leur côté anti-inflammatoire ? Côté placebo peut-être également, mais c'est vrai que souvent ils disent qu'ils sont soulagés en prenant de la contention, une contention et puis également l'aspirine. Dans certains cas, il faut rajouter de l'héparine s'ils sont très douloureux. Et puis ensuite, il faut faire une éducation pour leur expliquer que ces malformations sont douloureuses avec les changements climatiques en fonction des activités sportives qu'ils font et également quand ils ont une demande de contraception orale. Les contraceptions œstroprogestatives souvent sont un petit peu plus sensibles et c'est des patients qui font plus de thrombose. Donc ensuite, si on veut s'orienter vers un traitement plus invasif, et notamment la sclérose, le principe est simple. Là, vous avez un schéma qui explique donc une malformation veineuse qui est une dysplasie entre une artère et une veine normale, avec parfois une communication en profondeur. Le but est simplement de ponctionner dans la malformation, d'obtenir un reflux veineux, de vérifier si oui ou non il y a un drainage, et ensuite d'injecter un sclérosant pour pouvoir scléroser la malformation. Il y a une classification qui a été faite par José Dubois, qui est une radiologue interventionnelle de Montréal, et qui est très logique et qui permet de différencier du type 1 au type 4, avec le type 1 qui est très bien limité, quasiment sans drainage, un type 2 avec un petit drainage, un type 3 avec un gros drainage et un type 4 avec une forme dysplasique. Forcément, si vous avez un type 3 ou 4, un sclérosant liquide ne va pas être indiqué puisqu'il y a un trop grand risque de passage dans la circulation générale, alors qu'un type 1 ou 2 est tout à fait adapté à une sclérose par un produit liquide. Alors après les agents sclérosants, il y a différents agents sclérosants. À Lariboisière, on utilise beaucoup les sclérosants liquides comme l'éthanol, c'est notre sclérosant favori, mais c'est un sclérosant qui brûle la malformation, mais peut brûler également les tissus autour, donc il faut vraiment être sûr quelle est l'indication. Et puis d'autres équipes qui utilisent de la bléomycine ou également beaucoup de mousse, que ce soit l'étoxysclérol ou du Trembovar.
Comme je vous ai dit, le choix dépend vraiment de la localisation. Est-ce que c'est une localisation cutanée, muqueuse ou en profondeur? Voici certains de ces différents sclérosants et je vais vous montrer des exemples. Donc là, c'est une malformation veineuse cervico-faciale au niveau de la lèvre supérieure. L'IRM montre avant et après et ici le principe de sclérose, donc de ponction. Une autre localisation au niveau d'un mollet, l'IRM avant avec ici la sclérose, donc ponction directe, une forme un peu dysplasique sans drainage majeur et l'IRM avant et après en coupe axiale. Un autre exemple où nous avons utilisé du sclérogel, qui est un gel qui donc, contient de l'éthanol mais qui est un peu moins fluide pour une malformation veineuse au niveau du premier et deuxième rayon du pied avec une résorption partielle. L'ensemble de la malformation n'est pas réduite, mais une partie, ce qui permet d'améliorer la symptomatologie du patient. Et donc, le but n'est pas d'enlever l'ensemble de la malformation, mais d'améliorer cliniquement le patient. Une autre forme qui est plus une forme glomangiomatose, donc beaucoup plus superficielle. Là, on ne va pas pouvoir utiliser de l'éthanol, on a utilisé de la mousse détoxysclérol et du laser endovasculaire pour avoir une amélioration clinique. Une autre forme où vous voyez qu'il y a des drainages, eh ben, elle est située en profondeur. Là, on peut se permettre d'utiliser un sclérosant qui est moins résorbable et en l'occurrence, on a utilisé de la glu juste pour fermer la malformation veineuse. Une autre forme qui est tronculaire, donc la plupart des formes qui vont être sclérosées vont être des formes extratronculaires, donc bien limitées. Là, c'est une forme tronculaire. Il faut bien faire une cartographie auparavant pour être sûr que le réseau veineux profond, il existe en profondeur et qu'on puisse fermer cette veine de drainage comme on l'a fait ici à la glu. Une autre méthode de sclérose qu'on utilise beaucoup, c'est du laser endovasculaire. Donc, c'est une fibre qu'on peut introduire et qui permet de brûler la malformation veineuse, comme on le voit dans cette localisation, où dans cette localisation, il y a très souvent des drainages avec la veine ophtalmique. Donc, encore une fois, on ne peut pas injecter un sclérosant liquide et on a donc fait une sclérose au laser endovasculaire. Un autre exemple sur une lèvre. Un exemple sur un pied où on a utilisé du laser et de la mousse. Un exemple au niveau de la région axillaire où on a utilisé du laser diode associé à une injection d'éthanol et de l'ipiodol. Donc parfois on peut mélanger les différentes techniques en fonction de la localisation et de l'extension. Après, au niveau du membre inférieur, je vous ai dit c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut considérer qu'il y a une proximité quand même des vaisseaux autour, des nerfs autour et que parfois ces localisations sont extrêmement diffuses et en fonction de la forme, on va s'orienter peut-être plutôt vers une chirurgie. En ce qui concerne les malformations lymphatiques, donc on a soit des malformations macro ou microkystiques, comme vous a expliqué Dr Boccara. Alors, dans les macrokystes, les scléroses sont indiquées et on peut utiliser peu importe quel sclérosant, de l'éthanol, de la doxycycline ou de la bléomycine. Les microkystiques, c'est beaucoup plus difficile parce que le sclérosant, il va diffuser également dans les tissus sous-cutanés et souvent on utilise plus de la bléomycine et on peut utiliser du laser endovasculaire pour les atteintes des vésicules. Voici quelques exemples donc de macrokystes au niveau axillaire et frontal, avant et après sclérose. Une autre localisation, on avait fait une chirurgie auparavant dans un autre centre, ce qui n'est pas très indiqué parce que comme vous voyez, elles peuvent toujours récidiver. Donc il vaut mieux essayer d'abord une sclérose et en cas de récidive, faire une chirurgie. Une atteinte microkystique, donc beaucoup plus petite, où Dr Gilles Soulès l'a sclérosée à la bléomycine. Et ici, ces petites vésicules qui, elles, peuvent être traitées au laser endovasculaire pour brûler ces malformations veineuses. En dernier, les malformations artério-veineuses, c'est celles qui sont le plus agressives, le plus difficiles à traiter. Il faut savoir que cliniquement, donc, vous pouvez avoir ce faux angioplan, elles peuvent être pulsatiles et sur un plan schématique, donc vous avez une communication entre les artères et les veines, comme ça existe également en intracrânien. On regarde si le patient est dans une stadification de Schobinger. Le stade 1, c'est le stade de dormance. Le stade 4, c'est le stade de décompensation cardiaque. Ça existe plus pour les atteintes au niveau pelvien ou des membres inférieurs. Et le stade 2 et 3, c'est le stade où elle commence progressivement à augmenter de taille. Il est important de faire le diagnostic en Doppler, encore une fois, parce que c'est vrai qu'on voit le nidus, mais on voit également les artères afférentes et les artères efférentes. Et on peut regarder en
en artériographie, l'angioarchitecture, quelles sont les artères, est-ce que c'est très rapide pour voir quel sclérosant ou matériel d'embolisation on va utiliser. Donc c'est un traitement au cas par cas. Il vaut mieux ne pas traiter une malformation artério-veineuse que de la traiter d'une façon inadaptée parce qu'elles ont vraiment un pouvoir d'angiogénèse important et peuvent augmenter de taille. Quel matériel on va utiliser? Là, encore une fois, tous les matériaux d'embolisation peuvent donner des complications. Encore une fois, nous, on utilise beaucoup l'éthanol, mais ça peut donner des nécroses, ça peut donner des paralysies faciales transitoires, voire plus permanentes. Et puis, la glu peut également donner des extériorisations. Donc, encore une fois, il faut choisir en fonction de la localisation, en fonction de la vitesse du produit d'embolisation. L'onyx, on déconseille, ça donne un tatouage, et deux, ça reste quand même à l'intérieur du vaisseau et ça donne vraiment un caste. Ce qui marche et ce qu'on sait qui marche, c'est la chirurgie quand c'est possible. Toutes les localisations ne sont pas accessibles. Là, par exemple, c'est une malformation au niveau du scalp. On le voit ici, les flavoids. Vous voyez, elle est relativement diffuse. Donc, on avait décidé de faire une exérèse en mettant des expandeurs auparavant. Donc, la chirurgie dans certaines localisations est indiquée. Ici également. Et puis, parfois, on a une combinaison embolisation et chirurgie. Quand la localisation est trop grande, comme chez cette jeune femme qui avait une malformation au niveau de la joue, lèvre supérieure et lèvre rouge, on a fait d'abord l'embolisation sur la joue, lèvre supérieure à l'éthanol et ensuite de la chirurgie exérèse. Un autre exemple où les chirurgiens ne voulaient pas enlever d'emblée, on a fait donc l'embolisation du nidus à l'éthanol et 3 mois après, on a fait une chirurgie exérèse parce que l'unité chirurgicale était plus facile et plus petite à enlever. Voici le résultat après. Et dans certains cas, on peut faire l'embolisation seule, comme chez ce patient où il y avait un risque de parésie au niveau du rameau frontal, et on a fait une embolisation, encore une fois, par ponction directe, en injectant de l'éthanol, avec un résultat satisfaisant après. Une autre localisation au niveau de la commissure labiale, où vous avez une atteinte de la lèvre rouge, de la lèvre blanche, une angioarchitecture qui s'y prêtait parce que le drainage veineux était relativement lent, et donc on a fait une embolisation microcathéter en injectant de l'éthanol pur, une réaction là encore une fois qui peut être relativement importante, mais qui permet ensuite de faire une résorption rapide. Au niveau des membres, je vous ai dit c'est beaucoup plus difficile parce qu'on peut quand même, si on injecte de l'éthanol, avoir des complications d'histalité. Là, chez ce patient, l'accès endo-artériel était difficile car très tortueux. La ponction directe pas évidente parce que votre aiguille, elle va pas tenir en place. Alors on a choisi une voie endoveineuse par abord direct de la veine de drainage et un cathétérisme rétrograde pour emboliser et injecter de l'éthanol. Alors ça ne permet pas de traiter l'ensemble de la malformation, ça permet de diminuer un petit peu, mais il reste des shunts encore résiduels et c'est vrai que dans ces cas-là, parfois la chirurgie sera dans un second temps quand même indiquée. Donc en conclusion, je dirais qu'il faut savoir quel matériel d'embolisation on utilise en fonction de la localisation. En résumé, pour les malformations à flux lent, que ce soit du lymphatique ou du veineux et la localisation cervico-faciale, en premier, on va choisir la sclérose, soit à l'éthanol, soit de la mousse détoxysclérol. Et pour les malformations artério-veineuses, ça reste une discussion au cas par cas. Merci de votre attention et je tenais à remercier notre consultation des angiomes. Merci.